Roger, yanchukua. Oui, Jonathan. C'est les gars pour taxer va. Quel gars? Et parce que le taxi. Ben, c'est un gars là, j'ai ton numéro sûrement, tu connais pas. Quel est ton numéro? Là, fait croire moi que pas, les gars taxent pas que c'est taxé. Ben, téléphone le numéro de mon ami, c'est Téléphone pas moi, où c'est moi qui c'est le gars? Ben, moi, mais tu vois comment que je connais pas les. Téléphone le numéro. C'est le gars. Là, les gars taxent comment le numéro? Jonathan, mais tu vois comment téléphone le numéro et demande à lui si tu connais un. Ah, où tu vois qui c'est? Mais tu vois comment que tu connais pas? Non, mais le message sur téléphone, comment par hasard, un message pour soi qui Mais tu vois, tu connais pas, tu connais pas. Alignement sur la réalité, 6. Là, on m'a dit, moi, non? Téléphone le numéro. Tu vois qui c'est dans le Mais tu vois comment tu connais pas? là, mon message sur le téléphone, comment? Bon, ça, c'est passe pas mal, là, on peut pas accélérer. Il y a peut-être qu'il y a ton numéro. Quel ton numéro que, on va pas te demander pour le cul. Maman. Papa. Non! Bonjour, Fabrice Guteviez, ça fait un peu plus de 10 ans que j'interviens de différentes manières au sein de l'association Femmes Déo, Femmes d'Outre-mer, tant au niveau de son placement au sein de la Maison de la Famille qu'en tant que bénévole ou participant. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis une vingtaine d'années et l'accueil des personnes en souffrance de leur environnement et notamment des victimes de violences intrafamiliales me semble être un enjeu sociétal fort, tout du moins pour moi. Cette vidéo, c'est vraiment un flash de la vie quotidienne. Effectivement, ça peut se passer comme ça, avec ce type de personnes. Est-ce qu'on est armé pour savoir se défendre? La jalousie et l'alcool sont en général les grands déclencheurs. L'homme ou la femme qui se sent humilié va réagir d'une manière agressive. La manière dont ce petit clip est monté, qui nous montre une succession de paroles, une succession de mouvements dans la rapidité, et puis une finalité, c'est comme ça que ça se passe. Il faut en prendre conscience, aussi rapidement que ça. Je dirais qu'en règle générale, il y a toujours une présence d'alcool, mais une présence d'une frustration chez l'auteur, elle se remarque aussi. Humiliation, frustration, complexe d'infériorité, des choses qu'on n'arrive pas à supporter, qu'on n'arrive pas à digérer parce qu'on n'a pas cette culture-là, parce qu'on n'a pas cet environnement-là, sont aussi des déclencheurs. Quand on en arrive là, c'est un peu difficile. Alors, autant aussi peut-être, et ça pour l'avenir, je crois que c'est une solution, c'est prévenir les récidives. Un homme violent n'existe pas, mais un homme qui a un comportement violent inadapté existe. Donc tout à chacun est capable de comprendre qu'on peut se remettre en cause. Il existe des accompagnements, des groupes de parole, des entretiens spécifiques qui permettent aux auteurs de comprendre ce qui a dysfonctionné à un moment. On aide les victimes, certes, les associations font un travail, les communes, les régions. Maintenant, je crois qu'il y a véritablement une petite chose qui a changé, c'est que quelquefois les solutions viennent du terrain. Les solutions viennent des associations, les associations sont écoutées par les communes, et les communes transmettent, interviennent au niveau des élus, au niveau des régions, et j'espère que ça peut impacter directement les décisions du gouvernement et qu'on ait autre chose que de la communication, des mots et des chiffres qui ne veulent rien dire. La réalité du terrain, ce n'est pas des chiffres, c'est de la souffrance. Les associations peuvent accueillir, trouver des solutions, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Un bénévole, ça souffre, et quand on est dans un milieu de souffrance et de violence, ça impacte aussi les gens qui en sont témoins et qui aident. Effectivement, des subventions, encore des subventions, mais surtout des personnes formées et accompagnées sur le terrain. La formation pour accompagner les victimes, elle est nécessaire. Femmes Déo, Femmes d'Outre-mer est issue du mouvement qui venait de Métropole, qui s'intitulait Ni pute ni soumise, qui a donné Ni pute ni soumise 974, donc avec un nom qui n'était pas véritablement adapté à La Réunion, qui s'est transformé en Femmes Déo, Femmes d'Outre-mer. Donc une particularité, c'est de dire que effectivement les femmes d'Outre-mer peuvent avoir un problème vis-à-vis des femmes métropolitaines, mais les femmes Déo aussi peuvent avoir par rapport aux femmes d'Outre-mer des droits moins respectés. C'était l'idée de la présidente historique de l'association. L'association, depuis 2011, au sein de la Chatoire, est surtout un centre d'accueil de jour qui permet aux femmes victimes de violences ou en souffrance simplement dans leur environnement, du fait de harcèlement, du fait de perte d'un emploi, de maladies, d'agressions, de pouvoir parler et d'être écouté en dehors d'une institution.
Ce qu'elle demande, c'est avoir de la bienveillance, de l'aide d'urgence. Quand je dis de l'aide d'urgence, c'est de l'aide systématique. L'intérêt pour l'association est de répondre directement et dans la journée aux besoins les plus primaires. Ça peut être prendre une douche, se nourrir, trouver un logement avec le 115, savoir comment porter plainte, prendre rendez-vous au niveau de la gendarmerie et surtout être écouté sans jugement. Je crois que les deux choses importantes qui sont demandées à quelqu'un qui accueille une victime, c'est d'une part d'écouter, de ne pas dire c'est très grave ce qui vous arrive et de ne pas dire ça va s'arranger. C'est une écoute qui doit être mesurée, bienveillante et dans un premier temps, simplement une oreille bienveillante. Pour vous raconter mon témoignage, je m'appellerai Noralie, c'est un nom d'emprunt. Je témoigne en tant que victime avec mes 2 enfants en bas âge. J'ai été victime de violences intrafamiliales et j'ai eu l'impression que personne ne pouvait m'aider, encore moins ma famille. J'avais peur du regard, des remarques des uns et des autres. Je me refermais, me montrais forte et je subissais en silence les violences. Je croyais être assez forte pour m'en sortir seule. Ces personnes qui font du mal ont été pour ma part des personnes bien insérées dans la société. Elles pouvaient se montrer douces et gentilles, se présentant comme les seules personnes à me comprendre. Parler de ce que je vivais devenait impossible à croire pour tous. J'ai été critiquée, j'étais une pute. Je devenais une ennemie de tous. Ces personnes manipulaient tout mon entourage. Le pire, c'est que ces personnes se présentent comme les victimes de ma personne et qu'elles disent en souffrir. Pendant ce temps-là, je subis des violences. Physiques, j'ai été violée par mon mari. Il m'a cassé la jambe, m'a agressée devant les enfants. Il m'a même bousillé les freins de ma voiture, cassé mes objets personnels, comme mon ordinateur, me confisquer mon téléphone pendant plusieurs jours, sans possibilité d'avoir un quelconque contact avec l'extérieur. Démonter la porte de la chambre des enfants avec l'aide de son fils, car je dormais au pied du lit de mes enfants, car j'avais peur qu'ils subissent des violences. Des violences morales. J'ai été bafouée, insultée dans l'intimité, devant les voisins, mes parents, les personnes extérieures. Il a fait passer le message que je suis une nymphomane. J'ai eu par la suite, avec une de ses connaissances, la photo de son appareillage intime, prêt à l'emploi, par exemple. Des violences financières. Tout est alors fait pour m'appauvrir, pour que je n'ai qu'un recours possible, mon agresseur. Des violences sociales et professionnelles. Ces violences sont tellement coriaces que certains de ceux qui m'ont violentée n'ont pas hésité à porter plainte contre moi pour essayer de m'éliminer, d'anéantir, pour obtenir de moi ce qu'ils désirent, une esclave sexuelle, docile et dominée. Dans certaines administrations, ces personnes étant bien implantées dans le tissu social sont crues et je deviens une personne à abattre pour, par exemple, s'approprier mes enfants. J'avais beau mettre en œuvre des gentillesses, m'occuper de ces enfants comme des miens, mais plus j'étais empathique, plus ils s'attelaient à mettre en œuvre les barreaux de la prison autour de moi. Je devais être la jolie poupée gonflable, femme d'intérieur, cuisinière, maman. Et si j'essayais de prendre la parole, j'étais immédiatement réduite au silence devant les autres, mes parents, etc. J'ai su qui étaient mes vrais amis, ceux qui me soutenaient, me consolaient, me conseillaient. L'association AFEV est alors pour moi un pilier.
parce qu'il m'a mise à la porte pour me remplacer par sa maîtresse le jour même. J'ai essayé de me débrouiller seule. Lorsqu'il m'a menacée devant le médiateur familial, selon ses conseils, je suis allée porter plainte à la gendarmerie. L'association AFEV a été un soutien extraordinaire pour mes 2 enfants et moi-même. Mise à la porte du domicile conjugal, tout a été fait pour me réduire à néant. Je me retrouvais anéantie, sans argent, démunie, malade. J'ai été placée dans un hébergement d'urgence avec mes enfants. Nous vivions en plein cauchemar. Mes parents sont venus me récupérer avec mes 2 enfants. Depuis, je vis chez mes parents, où mes enfants sont scolarisés. Nous retrouvons un équilibre. Nous pouvons faire des projets futurs. Je peux, sans la peur au ventre, aller travailler. Mais je regrette que mes plaintes restent stagnantes. Certaines personnes, ayant fait du mal à mes enfants, se retrouvent relaxées. Elles utilisent le mensonge, les faux témoignages. Et je pourrais comprendre qu'il est difficile à avoir des preuves, des exactions qui se déroulent derrière des portes closes. L'essentiel aujourd'hui, c'est que je continue à me battre. Mes enfants sont avec moi et que je peux revoir le soleil et un espoir pour ma vie future. Ce que je pourrais dire aux personnes victimes pour faire le pas, c'est qu'elles s'entourent de personnes ressources, d'associations qui comprennent ce qu'elles vivent. C'est difficile de sortir des griffes d'un prédateur. Vous pouvez même continuer à assurer vos arrières, même plusieurs années après. Je pense que c'est à ce prix qu'on a une chance de revoir le soleil et un bout de ciel bleu. Il ne faut pas baisser les bras. Il y a toujours une oreille attentive qui peut vous donner un coup de main pour sortir de ce cauchemar. J'ai eu de grandes leçons de vie. J'ai appris que si nous baissons les bras, nous sommes accessibles à ces prédateurs. J'ai appris à m'entourer de mes meilleurs amis, de ma petite famille, de l'association AFEV, mon pilier, d'un environnement social stable, etc. Noémie, après, t'as dans l'ordinateur, là, et dormi demain à l'école, vous connaissez? On entend là, tout de suite, tout de suite. Oui, bon.